Des carnets de pèlerinage, rencontrer un être, c'est croiser toute l'humanité. C'est aussi être touché, comme le dit la Bhagavad Gita, par le Seigneur qui habite le cœur de tous les êtres. Les vagues du temps roulent le galet des jours jusqu'au silence. Sable d'écume, écume de cristal, la splendeur du voyage. Ce nouveau carnet de pèlerinage est une belle aventure, une belle rencontre, des moments très forts dans cette nature dont Éric Julien dit que les hommes n'auraient jamais dû quitter et que tout enseignement, toute transmission ne peut être fait qu'au sein de cette nature. On connaît Éric Julien pour son engagement auprès des Kogi du peuple indien colombien. Il rachète des terres pour redonner à ces Indiens ce qui a été spolié depuis 500 ans par les conquistadors. Mais il serait regrettable de le réduire à cela. Il est cela, et il est en même temps un homme qui a beaucoup cheminé, beaucoup agi, qui est à la fois un exemple de ce que peut être cet équilibre qu'il recherche entre la contemplation et l'action. Pour moi, j'y vois une sorte de mélange aussi entre Jean Giono et Platon. Une réflexion aiguisée dans une grande culture et une perception du vivant que les Kogi lui ont transmis et qui fait que, au bout de cette rencontre, à la fin de cette carnet de pèlerinage, nous avons vécu quelque temps dans l'endroit le plus sacré du site, qui est véritablement une sorte de matrice de la vie qui reconnecte à cette vie qui palpite en nous, mais aussi à cette présence spirituelle, subtile de ce vivant dans une construction traditionnelle, c'est-à-dire qui remonte à des milliers d'années, ou comme chez les Dogons, l'architecture représente l'homme, aussi cet homme universel. Et il est merveilleux et extraordinaire de voir dans cet endroit, cette belle vallée française, que se vive cette transmission finalement, initiatique et historique, puisque c'est la tradition précolombienne finalement qui est arrivée ici, et comment Éric Julien en est l'aide et le protecteur par son action avec les Indiens, mais aussi le gardien, le témoin. Donc Éric, dans votre chemin personnel, votre itinéraire, qu'est-ce qui, dans l'enfance ou dans l'adolescence, vous a permis de ressentir
on parlait du siècle des Lumières, Diderot disant la matière explique tout. Justement, qu'est-ce qui vous avait permis de ressentir que justement la matière n'expliquait pas tout? Qu'est-ce qui m'a permis dans mon enfance de ressentir que la matière n'explique pas tout? Moi, je suis déjà un enfant de la guerre, au sens où mes parents se sont rencontrés après la guerre de 39-45, dans un moment de reconstruction, où les couches sociales devaient être moins figées qu'elles l'ont été après. Donc ça a permis des connexions entre la famille de mon père, plutôt pauvre, et la famille de ma maman, plus aisée. Donc c'est déjà une histoire de rencontre qui n'aurait pas dû avoir lieu d'être dans une époque plus stable. Après, lignée maternelle, dont une grande partie a fini dans les camps, donc la peur, elle s'est ancrée dans l'ADN. La fuite et la peur sont ancrées dans l'ADN. Et ça se transmet. Ça explique des mariages vite avec des catholiques pour avoir ce risque de te faire rafler dans la rue. Ça, c'est du côté de la lignée maternelle. Du côté de la lignée paternelle, c'est la violence de la survie quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas de liens sociaux. C'est un espèce de mélange improbable entre la survie et la destruction. Et moi, quand j'étais gamin, j'avais beaucoup d'acné. On appelait ça de l'acné juvénile. Et à 12-13 ans, je ressemblais à une pizza hawaïenne à peu près. Ananas, fromage, jambon. Et 12-13 ans, c'est l'âge où ta voix change, tes poils de barbe poussent. Donc, quand tu as le regard attiré par des formes qui sont différentes, qu'on appelle des filles, mais tu sens que les filles, elles te regardent comme une pizza hawaïenne, ça va pas le faire. Et tout ça à un âge où tu n'es pas très clair dans ta tête sur ton corps, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça marche. Et il n'y a pas vraiment d'éducation à ces époques-là encore sur quelles sont ces transformations. Je me rappelle ma grand-mère, quand elle a eu sa nuit de noces, elle m'a raconté ça après. Mon chéri, quand je me suis retrouvé dans le lit de mon mari, je n'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver. Bon, c'est pour dire que ça vient de loin quand même, l'appréhension de c'est quoi une identité, c'est quoi grandir, c'est quoi être traversé par certaines énergies. Donc acné juvénile, ça te met toujours dans la peau ça te met tout de suite dans la peau du vilain petit canard, parce que tu n'arrives pas à trouver ta place à tort ou à raison dans la norme, donc tu es en marge. Donc c'est ça qui m'a finalement beaucoup aidé. C'est comme le conte du vilain petit canard, où il y a plein d'histoires comme ça, qui racontent que la différence, donc j'étais ami des petits, des gros, des handicapés, des noirs, tous ceux qui n'étaient pas normaux, tout c'est avec les pas normaux que je me sentais moins anormal. Ça c'est très formateur quand tu es gamin, même si tu t'en rends pas compte. Ça te met tout de suite hors de la norme. Et ça t'apprend à regarder qu'est-ce que c'est que la norme, qu'est-ce que c'est que le pas normal, donc le 2. Et c'est un moteur pour aller chercher des reconnaissances différentes. Puisque tu n'as pas la reconnaissance du corps social classique, tu vas aller la rechercher par de la montagne, du parapente, enfin des sports extrêmes. Donc mes moteurs, ils ont été là, et les sports extrêmes m'ont emmené avec chance. J'aurais pu brûler des voitures dans des quartiers difficiles, vers la montagne. Et la montagne a été la première enseignante, parce qu'elle t'enseigne sans même que tu te rendes compte, par les odeurs, par les formes, par les couleurs, par les saisons. Et je me suis rendu compte bien plus tard. Donc voilà, c'est sans doute elle qui m'a sauvé, parce qu'elle m'a permis de recentrer, de recanaliser mes énergies au service d'une forme d'élévation qui à l'époque était de la montagne, de la pratique, d'arriver au sommet, mais qui en fait se joue de toi et te fait cheminer sans même t'en rendre compte. C'est la montagne, ma première enseignante. Tu ne peux pas tricher avec la montagne, tu es obligé d'être présent à ce que tu fais. Tu es obligé d'être le plus juste possible par rapport à la météo, les gens que t'emmènent, enfin, plein de paramètres. Et curieusement, je m'en suis rendu compte parce qu'un jour, je travaillais, c'était mon métier, une époque de ma vie, j'étais accompagnateur en montagne. Donc dans un été, tu peux être amené à faire 10 fois le même parcours, parce que les gens ils viennent une semaine en vacances, puis d'autres, puis encore, donc 10 fois tu fais le même parcours. Et je ne sais plus la 8e ou la 9e fois, couvert de neige, brouillard total, un glacier à traverser. Il n'y avait pas les GPS comme il y a maintenant, à peine la boussole que je n'avais pas ce jour-là. Et c'est incroyable, tu rentres d'un côté du glacier, de l'autre côté du glacier, il y avait un col qui devait faire 6 mètres de large. À droite c'était une falaise, à gauche c'était une falaise. Dans le brouillard, il fallait vraiment tomber dessus. À 1 mètre près, je suis tombé dessus. C'est-à-dire que mon corps, il m'a dit par quel chemin je devais passer. C'est magique. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Absolument, absolument. Il faut du temps pour te rendre compte que connaître, c'est le corps, et apprendre, c'est l'intellect, c'est le mental. C'est ça. C'est
Et je pense que pour beaucoup, la montagne a joué ce rôle. C'est assez étonnant de voir le nombre de personnes qui ont trouvé une guérison personnelle ou un chemin spirituel, quelque chose qui les a élevés. Ça t'élève à tous les sens du terme. Et pour paraphraser un cycliste célèbre, à l'issue de ton plein gré. Puis, pas toi qui dis, tiens, je vais aller en montagne pour m'élever, ça marche pas comme ça. Dans la même idée, quelle personne ou quel événement de ta vie vers l'enfance, l'adolescence ou jeune adulte t'a impacté et a déterminé le chemin que tu as pris et aussi ton évolution personnelle intérieure. En répondant avec une petite pirouette, je dirais ce qui nous impacte le plus sans qu'on le sache, ce sont les étoiles. Donc à quel moment je suis né, sous quel signe du zodiaque, Capricorne, têtu, ou obstiné en tout cas, ou opiniâtre, je sais pas. Et donc ça t'amène si tu croises ça avec la pizza hawaïenne qu'on a vue tout à l'heure, c'est la question identitaire, ça t'emmène dans des défis, dans des mises en danger. Et donc quand tu te mets en danger, oui, tu prends des risques, c'est sûr. Et à chaque mise en danger, j'ai rencontré des gens clés. Une des premières mises en danger, c'est la Sierra, un sommet, un œdème. Tu meurs, tu as un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons à 5000 mètres d'altitude. Oui, tu peux mourir. Hein, Et là, les Kogi, qui ont vécu 500 ans de destruction, de mépris, et qui viennent encore me sauver. Ils auraient pu me dire, toi, le civilisé, reste dans ton trou. Et non, ils ont pris soin de moi, comme des humains peuvent prendre soin d'autres humains. Et là, j'ai découvert la solidarité, de la vulnérabilité. Ça prend pas ça à l'école. Et puis après, je me suis lancé dans le conseil, j'y connaissais rien. Tu te trouves dans des situations avec des clients, tu ne sais pas ce qu'il faut leur dire, tu comprends rien. Et quelqu'un qui est venu vraiment me compagnonner pour apprendre le métier du conseil. C'est un vrai métier de discernement. Je ne connaissais rien. Puis après, je me suis installé dans la Drôme, on a créé une école. Pareil, il y a quelqu'un qui est venu vraiment au bon moment on aurait cette expression, me prendre sous son aile, me transmettre. Et l'essentiel de ce que tu apprends, et de ce que j'ai appris, c'est dans ces compagnonnages. Il y en a 4, je m'en rappelle très très bien. Ils sont très clairs. Chaque fois, c'est des gens qui t'acceptent et qui t'accueillent là où tu es. Et si tu les respectes, ils te respectent. Et ensemble, on chemine. Il y en a un c'est les Kogi. Avec eux, c'est un garçon qui s'appelait Rentil Klaus, un Colombien qui m'a initié au monde de la tradition Kogi. Un autre s'appelait Jean-François, qui était très bon dans les postures d'accompagnement dans les entreprises. Il m'a initié. Et un autre s'appelait Thierry Geffray, qui est celui grâce auquel on est ici, qui m'a initié à autre chose. Et ce sont ces compagnonnages-là qui sont les plus précieux. Et donc je remercie le ciel de m'avoir mis sur le chemin. Et comment tu as vécu ton parcours scolaire, universitaire ? Je pense que j'ai vécu mon parcours scolaire en dormant, endormi. C'est comme une sculpture qui est dans une pierre de masse. Fondamentalement, peut-être qu'un sculpteur habile arrivera à faire sortir du bloc une forme. Donc potentiellement, la forme, elle est là. Encore faut-il les bons sculpteurs pour aller chercher les bonnes veines, pour exprimer ce que cette pierre peut peut-être avoir exprimé au-delà de son bloc. Donc moi j'étais dans le bloc, et quelques enseignants ont su donner un petit coup de burin peut-être, pour faire partir l'éclat qu'il fallait, au moment où il fallait, pour grandir. Mais j'ai dormi à l'école. Comme tous les enfants, je pense, dorment à l'école. Parce que ça n'a aucun sens, l'école telle qu'on l'a fait aujourd'hui. Elle abrutit, elle endort. Je ne dis pas que les enseignants, il n'y en a pas certains qui essaient de faire au mieux. Mais on met nos enfants dans des trucs 4 murs, alignés comme ça, avec des sonneries épouvantables pour les 45 minutes pour apprendre des trucs qu'ils ne comprennent pas à quoi ça les rattache et à quoi ça les relie, alors qu'ils ont tout sur leur machine. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai dormi là-dedans. Mais je me rappelle parfaitement les enseignants ou enseignantes
se sont un peu intéressés à moi, quelque part, et qui m'ont donné ma chance. Donc ça a été comme un long tunnel avec des petites pauses, comme l'autoroute. Tu sais, tu fais une petite pause, prendre de l'essence, tu vas aux toilettes, tu prends un café, tu dis ah ouais, allez. Et je me rappelle très bien de ceux qui m'ont offert ce cadeau, très très bien. Et j'ai fait moi ce qu'on appelle des grandes écoles. Et j'ai une connaissance à qui c'est arrivé, qui est arrivé sans papier, avec un faux passeport à Paris. Et quand le douanier voit son passeport, il a vite fait de voir que c'était un faux passeport. En plus, quand tu l'ouvres, la photo se décolle, enfin le cauchemar, quoi. Donc c'est fini, quoi. Donc le douanier l'emmène dans un bureau pour dire à son chef, on a chopé celui-là. Et puis ça dure 1 heure, il attend ça. Puis au bout d'1 heure, le chef, il le regarde comme ça, passe. Moi, je fais ce qu'on appelle une grande école, avec des examens, des concours, ça. Et j'avais 9,95 sur 20, donc je ne pouvais pas rentrer. Et je me rappellerai toujours le prof qui m'a posé la dernière question. Ok, t'as 10. C'est des cadeaux, pas dire autre chose. Quand tu parles de l'engagement avec les Kogi, dont on va évidemment y revenir, mais dans toute cette période dont tu as parlé, et avant cette rencontre avec les Kogi, comment était ton ressenti spirituel, ou ton éveil spirituel, ou ta recherche spirituelle? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier qui s'est dégagé de ce côté-là pendant cette période? Je pense que dans la vie, on a des époques. Le Tao parle de 3 époques, expérience, intégration, transmission. Comment il s'appelle Jung parle de 4 époques, construction du moi, etc., et la liberté. Nietzsche parle de 3 époques. Donc je ne vais pas échapper à la règle. Première époque d'expérience, évidemment la montagne est une expérience fabuleuse. J'adorais aller manger la terre, pas forcément en me disant que c'était spirituel, c'est physique, c'est comme un jeune louveteau ou un jeune humain qui a la chance de... Donc c'est de l'expérience, c'est de l'apprentissage. Puis il y a la deuxième époque où ça va être de la montée en conscience, de ce que c'est venu nourrir, des portes que c'est venu ouvrir. Et puis peut-être que tu arrives à un moment où tu es en capacité, parce que tu es à peu près en paix, l'ego est à peu près tranquillisé, où tu vas pouvoir transmettre quelque chose sans trop faire de dégâts, quoi, en faisant en sorte que les gens que tu crois soient pas plus mal après qu'avant. Éviter les projections, éviter les yakafos, enfin tous les travers qu'on voit depuis le développement personnel jusqu'aux transmissions spirituelles, il y en a quand même beaucoup. Tant que faire se peut, les tenir à distance, sans être jamais sûr d'y arriver. Le rire m'aide beaucoup, mais la guitare m'aide beaucoup. Je me rappelle un groupe de dirigeants d'entreprise qui est venu sur ce lieu où on est là, en nature, et assez fermé, assez dur. Et c'est un lieu où les gens font la vaisselle ou participent à la vie commune. Et puis je leur ai dit à un moment, tout chef d'entreprise que vous êtes, s'il n'y a pas de femme de service ou d'homme de service, donc vaisselle. Mais chauffe, l'eau, là, allumée, move, sans mouvement. Ils ont fini par le faire, et puis c'était 3, lavage, rinçage, je sais pas quoi. Et j'ai pris la guitare, j'ai joué. Et à un moment, ils ont commencé à danser, et on est parti d'une corvée de vaisselle à un moment plutôt rigolo, quoi. Et à la fin, quand on a demandé aux gens qu'est-ce que vous gardez de ces 2 jours que vous avez passés là-haut, il y a un dirigeant qui a regardé comme ça. Oh, il n'y avait pas que ça, mais il dit c'est incroyable. Comment j'ai pu vivre si longtemps sans joie? Voilà. Ça n'empêche pas de faire son job, d'être dirigeant là où il est, mais au moins d'y mettre un peu de vie, quoi. Un peu de vie, et je pense que ça changera radicalement son management. S'il accueille quelqu'un dans son bureau, même pour dire quelque chose de pas simple, avec un peu de bienveillance et d'ouverture. Dans le livre Dialogue avec l'ange, il y a cette très belle phrase qui est assez connue: l'ange habite le pays du sourire. Et si on tend le miroir à l'envers, on peut dire le démon habite... Le pays de la grimace. C'est ça. Le diable, c'est divisé, hein. Oui, c'est ça. Diabolos, c'est la division.
Donc le rire, le son, la vibration, la musique, des fois ça aide juste à baisser un peu les défenses et se rencontrer. Et donc, à un moment donné, il y a eu la grande rencontre. Celle qui a déterminé, je pense, beaucoup de choses dans votre vie. Elle s'est produite comment? Comment vous vous êtes retrouvés chez les Kogi? Par quel chemin? Je pense qu'il y a des personnalités curieuses et ou avides de vie, pas forcément d'argent, mais avides de vie, et que je devais en faire partie. Donc à l'époque où j'avais 20 ans, 25 ans, on faisait encore son service militaire obligatoire. Et donc il y avait possibilité de le faire en coopération. Donc il y avait les gens qui avaient des connaissances, des relations, tout ce qu'on voulait, qui trouvaient facilement. Moi, j'avais rien de tout ça. Donc je me rappelle être rentré dans un ministère avec une fausse autorisation. Et je me dis, je ne sortirai pas de ce ministère sans avoir un poste quelque part. Donc il y a une certaine envie. Comment on dit, c'est pas une envie, c'est une persévérance peut-être. Et j'ai trouvé un truc comme ça en Colombie. Il était 18h, c'était la fin. Je n'avais pas trouvé de truc réjouissant. J'étais assis dans un couloir en me disant, bon ben ça va pas marcher. Et j'entends quelqu'un qui parle, il faudrait quelqu'un pour la Colombie qui sache faire ci et ça, qui soit pas trop jeune. Alors j'ai passé la tête et je me suis retrouvé en Colombie. Voilà. Je venais de finir une saison de guide aux Arcs. J'arrive en Colombie et dans une soirée, quelqu'un me dit « Ah, on part dans une montagne, la plus haute montagne du monde, au bord de la mer, au nord de la Colombie, à l'aplomb des Caraïbes, et il y a des Indiens. Et on a besoin d'un guide pour la partie montagne. Nous, on s'occupe de la logistique, mais pour les sommets, les glaciers, on n'est pas très doués. Parce que si on t'emmène, tu nous fais la partie montagne. » Là, en fait, tu as des portes dans la vie qui s'ouvrent. Tu les prends ou tu les prends pas. Tu y vas ou tu y vas pas. Chaque fois, moi, j'y allais. Et effectivement, à un moment, quand j'ai eu un œdème pulmonaire en montagne, ils m'ont laissé avec les Indiens tout seul. Et finalement, j'ai rencontré ceux que dans mon cœur, j'avais toujours mis comme mes amis de la marge. Les Indiens, c'est finalement les marginaux du monde, voilà, les non développés. Et finalement, moi m'étant mis à la marge par tout ce long parcours, j'ai été sauvé par eux, quelque part. Donc c'est comme ça que je rencontre ces Indiens, ces Kogi. Et il y a une brûlure d'essence, une brûlure de la solidarité, parce que quand tu es dans cette montagne, puis il n'y a pas de solidarité, tu es mort. Une brûlure du précieux d'un bol de soupe. Tout redevient brûlure d'essence. Je ne pense pas que je l'ai conscientisé à 25 ans, mais en tout cas ça m'a marqué. Je revois très bien le premier bol de soupe qu'ils m'ont donné, alors qu'il y a 40 ans. Je l'ai encore dans les mains. Je sais très bien ce qu'il y a dedans, je sais très bien où c'était. C'était tellement fort. Je revois encore le regard de cet Indien dont je ne parle pas la langue, je ne sais pas d'où il atterrit, qui me tend la soupe comme ça. C'est comme si tu revenais à des fragments d'humanité essentiels, parce que s'ils ne sont pas là, tu es mort, quoi. Que nous, on a dilué en créant des artifices. Donc voilà, ça te forge forcément, ça te fonde. Puis après, à toi de voir qu'est-ce que tu en fais sur ton chemin de vie. D'autres auraient pu vivre cette expérience, ce moment, et puis repartir dans leur vie avec un bon souvenir, peut-être même une photo, etc. Et ça a dû arriver dans bien des endroits. Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'es pas reparti? Quand tu es reparti, tu étais toujours avec eux et tu as Je vécu, pense que tu t'es battu pour eux. Plus qu'apprendre, connaître, c'est recomposer ses savoirs intérieurs. Et pour ça, c'est remettre sans arrêt en cause, en questionnement, en doute. Et la meilleure manière de remettre en doute, c'est sans arrêt de te mettre dans une situation que tu ne comprends pas, ou qui vient bousculer ce que tu croyais être stable dans ta vision des choses. Donc c'est vrai qu'à un moment, je suis en Colombie pour une mission, et il y a un message qui arrive, peu importe comment, qui me dit « Il y a quelqu'un qui t'a soigné il y a 30 ans, qui t'a pas revu depuis 30 ans, qui aimerait bien savoir si tu... » Ah bon? Deux options, je continue mon chemin, comme tu dis, ou j'interromps mon chemin, et je suis ce petit fil. J'ai toujours suivi les petits fils, toujours. Comme ça. Donc tu l'as rencontré. J'ai retrouvé ceux qui m'avaient soigné et sauvé la vie 33 ans plus tôt.
Je les ai recroisés 33 ans plus tard. Et donc ce n'est que 33 ans plus tard que j'ai pu dire merci. Et surtout que j'ai pu poser la question, mais pourquoi tu vis là-haut, si haut dans cette montagne? 33 ans plus tôt, je ne pouvais pas comprendre, là j'étais en capacité de comprendre. Donc c'est comme s'il y avait des grandes boucles d'intégration, compréhension, qui te ramènent à un endroit, au même, hein, parce que je suis tombé là malade. 33 ans plus tard, je reviens au même endroit, je retrouve celui qui me soigne 33 ans plus tôt. Et là, j'entrevois. Ah oui, je comprends mieux pourquoi il habite ici. Et qu'est-ce qu'il fait 33 ans plus tôt. Mais on revient aux 3 plans du Tao. Oui, Tu as un la temps maturation. expérience, ok, puis tu reviens avec un temps intégration. Ah oui, c'est. Et je commence maintenant, ça c'était en 2018. Alors, donc ça fait quasiment 8 ans, 9 ans. Je commence maintenant simplement à intégrer ce que j'avais entrevu quand j'ai retrouvé les gens qui m'ont sauvé la vie. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est que tu ne fais qu'intégrer tout doucement des choses qui te montrent ton ignorance absolue. Et ton humilité immense, en fait, tu comprends rien. Ouais. Mais tu comprends rien, mais quand même des petites choses comme un puzzle, tu sais. Mm. Quand tu regardes physiquement un puzzle, tu mets des petites pièces ensemble, mais quand tu fais un zoom, c'est tout petit, c'est ridicule dans l'immensité. Bah, j'ai l'impression que j'ai mis des petites pièces qui sont sympas, qui font des formes et des couleurs, qui me font plaisir, mais j'ai bien conscience que c'est dans un truc immense. Oui, mais dans ce que tu décris, on voit bien que tu vois la trame. Tu reconnais une trame Et une trame. qui se fait. Qui appelle beaucoup une trame qui appelle beaucoup d'humilité et de reconnaissance pour les Kogi, mais pas que pour ceux qui la transmettent. Et donc de responsabilité, hein, pour que la flamme brûle, ouais, toujours.